Mon père l'a compris rapidement, il me dit tu veux plus aller à l'école? Non, qu'est-ce que tu veux faire? Bah papa, je sais pas. Moi j'étais à Laval en Mayenne et puis il me dit bah tiens, j'ai un copain restaurateur donc j'ai essayé, ça l'a pas fait. Après il m'a mis chez un copain à lui qui était mécanicien, j'ai dû faire 1h30, voilà, et puis un jour il me dit tiens mon boucher, il veut bien te prendre 8 jours et puis ça fait 35 ans. Le toucher de la viande, cette matière noble qui m'a vraiment plu. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Oui, Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit. Si vous passez à table, émission préparée par Manuel Mariani, journaliste gastronomique. Bonjour Manu. Bonjour Philippe, comment ça va? Écoutez, ça va bien. Quand je vous vois, ça va. Tout à l'heure, j'étais un peu paniqué parce que je vous ai vu arriver de façon impromptue. J'ai cru qu'il se passait un truc. Et puis, c'est vrai? Ouais. Vous aviez peur que je vienne braquer l'antenne? Alors, ça peut vous arriver. En bon corse que je suis. Vous avez déjà braqué l'antenne hier. Je me suis dit, il va la rebraquer. Ah non, j'étais invité hier. J'étais invité chez Karim Zeribi, bien sûr. Vous avez vos... Moi, j'étais venu pour parler de boulanger, et puis finalement, on a parlé de retraite et de médecin aussi. Voilà. Ça vous ressemble tellement pas d'avoir un avis sur tout. Voilà, franchement, alors là, franchement, ça m'étonne. Vous me connaissez si bien, Philippe. Ah oui, surtout un avis. Bien, on va parler Alors moi, je suis très content, Manu, parce que je me suis dit, on va se taper la galette aujourd'hui, et non, en fait, on va se taper quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va parler de la viande, parce que nous, on en mange de la viande. Je suis désolé pour ceux qui n'en mangent pas, qu'on respecte beaucoup, mais nous, on aime la viande et on trouve ça bon. Comme disait David Radjeber, le chef de l'assiette, il y a ceux qui mangent des feuilles, et nous, on mange de la viande. Ouais. Voilà. On mange des feuilles aussi, hein. Oui, mais avec la viande, ça va bien aussi. C'est bien avec la viande, ouais. Hein? Non, c'est bien, il faut défendre la boucherie, mais la bonne boucherie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité un maître artisan boucher, qui sait ce que c'est que qui sait ce que c'est que la boucherie, les belles bêtes, bien élevées, et bien préparées aussi, parce que le boucher intervient, les fromagers affinent, les crémiers affinent les fromages, mais les bouchers font maturer les viandes, les préparent, les dénervent, et donc on a... ça le dérange quand il est très modeste, donc ça le dérange quand on dit ça, mais c'est quand même la star des bouchers, c'est la Rolls des bouchers à Paris, Hugo Desnoyers. Bonjour Hugo. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Merci d'être venu. Surtout là, il vous a habillé pour l'hiver. Ouais, bien habillé. Ouais. Ça, Manu a dit, vous êtes la star, la Rolls des bouchers. Oui. Ah, c'est toujours un peu gênant. Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai le chèque dans la poche, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça que vous avez une côte de bœuf dans chaque poche. Oui, Manu, absolument, c'est pour ça. absolument. Non mais c'est vrai en plus, donc il faut le dire quand c'est vrai. Félicitations parce que vous faites partie de la dernière promo. Oui, de la Légion d'honneur. Je me rends pas bien compte, à vrai dire. C'est vrai que je suis un petit peu ému de tout ça, mais a priori c'est vraiment quelque chose d'important, oui. Avoir la rosette pour un boucher, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que en début d'année, c'est là où vous êtes le plus drôle, Manu. C'est vrai. C'est vrai. Après, j'épuise un peu mon quota de vannes, mais sinon. Mais vous avez le mérite agricole, j'imagine, avant. Oui, j'ai eu le mérite. Et ça, j'étais assez fier. Ouais. Le poireau. Mais je me rends pas compte vraiment. C'est le poireau, le mérite agricole. C'est on l'appelle bleu. le poireau. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Non, je suis pas très calé pour tout ça. Mais en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que ça remercie vraiment le métier dont je fais partie. Moi, j'aurais adoré avoir la médaille de la ville de Paris, mais avec tout le mal que je dis d'Hidalgo à l'antenne, même avec mes relations, je ne peux rien pour vous, Manu. Hein. À moins d'un changement de maire rapide. J'en parlerai à Rachida. C'est vrai. C'est les souhaits de début d'année, ça, alors. Avec Rachida, je l'aurais sans problème. Non, moi par contre, je partage pas votre avis, Manu, donc je trouve que Anne Hidalgo est un très bon maire. Oui, non, mais vous êtes un vendu. je rappelle que vous avez un ami qui travaille très proche d'Anne Hidalgo, c'est pour ça. Ouais. On n'a pas les amis qu'on mérite. Hein. Bah oui. Un ami d'enfance, vous êtes obligé de le soutenir quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, on va parler de viande, et ça c'est passionnant. On rigolait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'image du boucher, elle a quand même drôlement changé, parce qu'avant, la boucherie, c'était vraiment la punition. Vous étiez avec le tablier plein de sang, un peu rougeau. Maintenant, les bouchers, ils ont des tabliers chichi en jean, super les coupes à changement de vitesse. Donc il a bien changé, le boucher, quand même. Ouais, c'est vrai que cette image d'Épinal, elle a quand même pas mal changé. Après, il y a quand même encore ce côté un peu... dénigrant que les parents ont du mal à accepter, je trouve. Un garçon qui veut faire boucher, ça reste encore une sorte de petit blocage au sein familial, je dirais. C'est vrai. Ouais, malheureusement, oui. Alors que justement, des gens comme nous, on arrive à faire des images complètement différentes. Mais comme l'était le métier de cuisinier, il y a encore 20 ans, on faisait... Quand on sortait du cursus scolaire, on faisait CAP mécanique ou cuisine, quoi. Alors que maintenant, c'est chaudronnier, je crois. C'est ça. Ouais. alors que maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, la cuisine, avec tous les télécrochets culinaires, les Top Chef, Master Chef, c'est devenu un métier bankable. Alors,
Mais la boucherie, ça va venir. À l'inverse, j'en parlais encore hier avec un grand chef, Jérôme Banquetel de la réserve, ils ont énormément de mal à retrouver, après le Covid, à retrouver du personnel. Oui, il y a eu beaucoup de changements de vocation. Ouais. Et puis, je sais pas s'ils ont encore cette envie d'aller chercher, comme on dit, cette passion d'aller chercher les étoiles, ou vraiment la jeunesse, elle a plus envie de temps libre, de s'occuper d'elle, de voyager, voilà. Il n'y a pas de récompense pour les bouchers, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de... Non, après, si... Il y a des plaques, dans les boucheries, vous avez... Non, mais ça, c'est les concours. Non, mais ça, c'est les bêtes, les bêtes qui ont eu l'étoile. C'est pas le boucher. Moi, j'appelle ça la récompense, non? Il y a une belle récompense. Moi, j'ai des collègues qui sont meilleurs ouvriers de France. Je les regarde avec un immense... Enfin, je les regarde très humblement, parce que je sais que c'est très, très dur à obtenir et à faire. Donc, je trouve ça très beau. Surtout en boucherie, parce que ça demande un package de connaissances, quand même. Et puis une technique, mais hallucinante. Non, là, j'ai beaucoup de respect. C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal pour notre domaine en tout cas. Ouais. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent boucher, à part la pénibilité, parce qu'il faut porter des carcasses, etc. C'est fini. C'est un métier peut-être facile, etc. Alors que pas du tout, quoi. Ça demande énormément de connaissances. Ça a changé le fait de porter. Il y a eu des lois qui sont passées. Il y a eu beaucoup de mécanisation. Oui, et puis on n'a plus le droit. On démonte les bêtes maintenant au niveau des abattoirs. On n'a plus le droit d'avoir plus de 90 kilos à porter. Donc moi, je vous promets qu'on rigole, quoi. D'ailleurs, je vous fais un intermède culture. Est-ce que vous savez d'où ça vient le terme se coltiner quelque chose? Non. C'est un terme de boucherie. C'était chez les bouchers d'autrefois, quand les halles étaient encore aux halles. donc dans le centre de Paris, le ventre de Paris, les bouchers, pour pas tacher et puis pour pas se blesser avec les os, quand ils portaient les carcasses sur l'épaule, ils avaient des grands chapeaux en cuir avec des rebords qui étaient très longs et qui arrivaient jusqu'à l'épaule. Et ce chapeau s'appelait un colletin. Et donc quand on portait la carcasse sur l'épaule, on se la coltinait. Ah, oui. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Voilà, donc un petit peu, intermède culturel terminé. Intermède culturel de la même époque. Maintenant, c'est 90 kilos max, je crois. Ouais, 90 kilos max, ouais. Non, franchement, ça va. C'est plus. Ça fait une demi-carcasse, 90 Moi, gamin, apprenti, il fallait que je porte les arrières, il fallait que je porte le niveau, quoi. J'étais tout gamin à 15 ans et demi, j'en chiais, quoi. Franchement. Ça aide pas pour le dos, en tout cas. Mais à quel moment vous vous êtes dit, je vais être boucher? C'est quand même pas des rêves de gamin, ça. Ça a été un hasard des plus total. Je finis, j'ai mon BEPC au collège, je pars au lycée, je vois très bien qu'il faut bosser comme un âne par rapport au collège, donc ça m'allait pas du tout. Mon père l'a compris rapidement, il me dit, tu veux plus aller à l'école? Non, qu'est-ce que tu veux faire? Papa, je sais pas. Moi, j'étais à Laval en Mayenne, et puis il me dit, tiens, j'ai un copain restaurateur, donc j'ai essayé, ça l'a pas fait. Alors qu'en Mayenne, on est plus dans la charcute que dans la boucherie, souvent. Alors, à l'époque, mon père, il travaillait à la sécurité sociale, il connaissait pas mal le monde. Il avait un copain c'est la boucherie aussi, parfois, la sécurité sociale. Avec la dématérialisation, c'est fini. Après, il m'a mis chez un copain, lui, qui était mécanicien, j'ai dû faire 1h30, voilà. Et puis un jour, il me dit, tiens, mon boucher, je vais bien te prendre 8 jours. Et puis ça fait 35 ans. D'accord, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est vraiment par hasard. Ça a été le toucher de la viande, cette matière noble qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment... oui, alors ça, vous en parlez avec passion, parce qu'il y a des gens que ça dégoûte, que ça répugne, la viande crue, tout ça, etc. Et alors que c'est un beau produit. C'est magique. Même, par exemple, récemment encore, j'ai eu un veau de lait d'exception, justement, d'un concours de Brive. Et j'ai arrêté méga de bosser, j'ai dit venez voir, venez le toucher, c'était de la soie, c'était nacré, les coupes elles étaient nacrées comme une Saint-Jacques. Comme les beaux poissons mais c'est impressionnant, quoi. Et là t'es encore émerveillé par ton métier et par cette belle matière qu'est la viande. Alors la viande, c'est vrai que la viande, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des hauts et des bas. La viande, c'était vachement bien. On aimait ça. C'était le carnivore, les 30 glorieuses. Et puis après, alors il y a eu la mode véganiste. Qui n'a pas si pris que ça en France. Oui, qui n'a pas si pris que ça. Heureusement, cocorico. Merci la France. mais c'est vrai que voilà. Bon, alors malgré tout, on a quand même récupéré le flexitarisme. Alors qui est pas si mal que ça, parce que le flexitarisme, c'est on mange moins de viande, mais on mange de la bonne viande. Je crois qu'on le fait tous de façon naturelle, inconsciemment. Peut-être que nous on le faisait déjà, mais c'est vrai que maintenant ça c'est. Moi j'en mange beaucoup moins personnellement de la viande. J'équilibre entre guillemets plus avec des plats de légumes, des œufs, des choses comme ça, bien sûr, mais de façon naturelle. Oui, pas trop de légumes quand même. Mais gamin, moi, on parlait de 30 glorieuses, mais gamin, j'ai été élevé à la viande, quoi. Mais c'était vraiment la réussite sociale et c'était le midi, le soir. La viande tous les jours, ouais. Ah ouais, c'était impressionnant. Les abats, tout. Les abats, c'était le mercredi, pour donner de la force, tout ça. Enfin, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'était même gamin quand j'ai commencé à travailler et surtout arrivé à Paris chez les patrons, même au petit déjeuner, parce que nous on mange à 9h, tu vois. Et même au petit déjeuner, on avait des steaks.
C'était vraiment, enfin, quand tu y repenses. Ouais, alors ça se fait encore au Mexique, ça. Hein. Café au lait et steak avec des nachos, là, c'est. Bon, ça fait de nous des bons gaillards, mais quand même. La protéine, on voit. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu quand même. Oui, c'est un peu. Bien sûr que c'est pas n'importe quoi, mais. De toute façon, à Rungis, à 5h30 du matin, on se fait une entrecôte et une soupe à l'oignon. Hein, ouais, ça marche encore bien, ouais. Oui, ça marche encore pas mal. Alors, vous venez de sortir un très beau livre qui s'appelle Partisan boucher. Oui. Très joli jeu de mots, bravo. Oui. Donc, vous aviez déjà sorti un premier livre qui était très sympa aussi. Il y a, un autre livre, pardon, il y a 10 ans. Pourquoi vous avez attendu 10 ans depuis Morceaux choisis pour... Alors, franchement, je sais pas pourquoi j'ai attendu. C'est vrai que ça a été une demande de mon éditeur aussi. Et puis, je me sentais mûr pour faire des nouvelles recettes. Parce que je suis pas non plus un cuisinier, donc mes recettes elles restent simples, faciles à... Ce qui vous empêche pas d'avoir un petit restaurant collé à votre boucherie dans le 16e. Dans la boucherie, ouais. Mais c'est vrai que c'était pas dans les cale-pieds. Et puis Hélène Imbert, avec qui je travaille, ma communicante. Votre attachée de presse, qui a écrit les textes d'ailleurs, je crois. Les textes, et qui sont... On la salue d'ailleurs, Hélène. Oui. Hélène, si tu nous regardes. Marielle Gaudry pour les photos et Patrick Petain pour les illustrations. Vraiment. Puis First Edition, franchement, oui, il y a eu une alchimie qui s'est passée qui était super et que dès le début, malgré ces 10 ans passés, ça a fait que. En plus, je pense vraiment que le livre est super réussi, quoi. Alors c'est vrai que First, à une époque, faisait beaucoup de livres de cuisine pratiques, comme on dit, hein, qui étaient des petites recettes anecdotiques. Et de plus en plus, First fait des beaux livres de cuisine. Hein. Le dernier que j'avais fait, moi j'avais fait un gros carton avec eux. Vraiment. Hein. C'était le morceau choisi, justement. Ouais. Morceau choisi, ça a été l'avant-dernier. On a fait. Vous en avez fait un entre morceau choisi et l'atelier du goût, ouais. D'accord, ok. Celui-là, je l'ai pas vu passer. Ouais. Non, on a fait des beaux scores, vraiment, pour l'édition, c'est assez impressionnant. Et puis surtout pour moi, j'en reviens pas. Le livre de cuisine, en règle générale, est un secteur de l'édition qui fonctionne très bien. Ah oui. Ouais. Mais ce qui m'a impressionné, moi, dans l'édition, j'ai appris ça par justement l'éditeur, c'est que, en gros, il y a 95% des livres qui se vendent à 700 exemplaires. Et les 5% qui restent, c'est là qu'ils font leur argent. Et les livres de cuisine sont de très beaux livres et qui, paradoxalement, sont très peu chers par rapport à la qualité de ce qu'on fait au niveau des images. Parce qu'il y a beaucoup d'images, hein, il y a beaucoup de couleurs. Il y a du... moi, je l'ai bien vu. Oui, il fallait la photographie, les dessins, et les numbers. Enfin, il faut payer tout le monde. C'est quand même... Oui, c'est pas donné. Mais oui, c'est un beau livre. Hein, si vous n'avez pas encore fait, parce qu'on fait encore des cadeaux au mois de janvier, il n'y a pas que Noël. Donc, c'est vrai que si vous voulez faire un beau cadeau, c'est vrai que c'est un très beau livre à offrir. Hein. Et ce qu'il y a... Déjà, tous les retours que j'ai, c'est que les gens, ils apprécient énormément le fait que moi, j'arrive à faire des recettes. Je suis pas un grand chef, donc je fais pas des recettes compliquées. C'est des recettes faciles à faire, qu'on apprécie et que tout le monde y accède. La plus dure des recettes, c'est le dôme là, de faisan, la chartreuse de faisan. Voilà, c'est entre guillemets le plus dur à faire. Mais, ce que j'ai mangé hier soir d'ailleurs, une chartreuse. Ah, sympa. Une chartreuse de pintade, elle était faite à la pintade. Qu'est-ce que c'est bon avec le chou en ce moment, c'est super bon ça. Ah ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je voudrais pas quand même que les auditeurs croient que vous avez fait un livre que de recettes, parce qu'il y a aussi des conseils de cuisson. Oui. Et nous, ça nous intéresse doublement, parce que c'est vrai que dans la communauté de nos auditeurs, la cuisson de la viande, déjà on la fait plus bouillir que saisir. Exact. Et puis on la cuit jusqu'à ce qu'elle soit résistante sous le marteau. Hein, c'est à peu près ça, je schématise, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Donc, vous donnez quand même des très bons conseils pour la cuisson, au niveau de pour saisir la viande, par exemple, quand on fait une belle entrecôte. Hein, bien sûr. Donc, quels sont... je sais pas si on a le temps, Faudil, avant la pause. Ouais, alors... Déjà, il y a une chose qui est importante, après on parlera des cuissons, mais toujours sortir la viande. Toujours sortir la viande. Du frigidaire avant, combien de temps avant il faut la sortir une bonne heure qu'elle devienne à température. Mais imaginez-vous, quand vous êtes dans une chambre froide, vous êtes saisi par le froid. Donc la viande, c'est pareil, vous la sortez une bonne heure avant, elle se détend, et c'est super important. Ça va pas changer énormément le goût de la viande, mais c'est hyper important. Non, mais il n'y aura pas de choc thermique qui fait que la viande va durcir. Exactement, exactement. Okay. C'est important. Après, moi j'aime bien marquer la viande avec très peu d'huile, mais vraiment pour la saisir, la croûter, il va faire la réaction de Maillard. Voilà, la réaction de Maillard, ça donne le goût. Ça donne le goût. Bien sûr. Et puis après, au beurre moussant, un peu de thym, de laurier, d'ail écrasé. Enfin voilà, c'est ce qui aussi. Ail en chemise. Ouais, voilà, c'est ce qui remonte un peu aussi le goût. Voilà, donc il y a une technique, hein, il faut pas juste mettre sa viande dans la poêle. Non, ou faire brûler le beurre, par exemple. Oui, alors ça aussi, ouais. Bah oui, souvent. C'est pour ça qu'on met un peu d'huile, c'est pour c'est pour ça que je conseille toujours faire ça, oui. Pour la marquer surtout. De toute façon, ça sert à rien d'acheter une très belle viande qu'on va payer la peau des fesses
si c'est pour rater la cuisson. C'est quand même. On va pas tuer la bête deux fois, c'est sûr. Ouais, enfin, c'est à souhaiter. Elle est morte pour rien. Oui, c'est ce que je dis souvent, elle est morte deux fois, la bête. Ouais. Hein. Mais vous dites, c'est important, ça. Vous dites que ça, on paye ça à la peau des fesses, et c'est marrant parce que l'or rouge a toujours existé. Mais moi, c'est quoi? Moi, je pensais que c'était la tomate, le rouge, et le concentré de tomate. Bah non, l'or rouge, c'est vraiment la viande depuis plusieurs siècles. Donc, quand je dis la peau des fesses, c'est parce qu'on mange de plus en plus de viande chère. Oui, c'est vrai. Mais le morceau cher. Vous démarrez avec la bavette, qui est pas forcément le morceau le plus cher, mais aujourd'hui, on voit du bœuf de Galice, enfin plein de choses qui des wagyu, des choses comme et puis même sont devenues hors de prix, il faut dire la vérité. Même dans mes bêtes, dès qu'on touche les faux filets, les entrecôtes, les filets de bœuf, bien sûr que c'est très cher. Et d'ailleurs, il y a un phénomène de marché, parce qu'avant, des morceaux qui coûtaient peu cher, comme les gens ont commencé à se tourner à mesure des crises successives, les gens se sont tournés vers ces morceaux parce qu'ils étaient goûteux, peut-être moins tendres, mais très goûteux et un peu moins chers, etc. Du coup, le prix de la queue de bœuf, à une époque, ça valait rien, même le boucher l'offrait. Ouais. Maintenant, la queue de bœuf, ça commence à coûter de l'argent. L'os à moelle... Ouais, mais ça, je trouve ça aberrant. Enfin, chez moi, les gens, ils prennent des os à moelle. J'espère que mes collègues bouchers m'écoutent, mais arrêtons de vendre les os à moelle à nos clients, quand même, quoi. Voilà. Bah, ça coûte un bras, un os à moelle. Bah ouais, mais c'est pas normal. Moi, chez moi, non, on les offre. Bon, bah, tous chez des noyers pour acheter, pour acheter un peu de viande et se faire offrir des os à moelle. Hein. La Manu, ça sent les bonnes résolutions ce matin. On commence l'année en parlant de viande. Absolument, parce que là, en janvier, on nous a collé le Veganuary, le Dry January. Nous, on fait le Barbac January. C'est vachement mieux. Et donc, on mange de la viande avec Hugo Desnoyers, partisan boucher, son nouveau livre aux éditions First, donc maître et artisan boucher, hein, les deux. Maître artisan boucher, ouais, ça a été une belle. J'étais très fier de cette distinction. On ne sait pas pour combien de temps encore, avec la hausse du prix de l'électricité. On en parlait avant de démarrer l'émission. Ouais. Non, mais ça va bien se passer. Ça m'inquiète beaucoup quand même. Ouais, non, mais il y a de quoi. Vraiment, bon. C'est très inquiétant et même pour mes collègues, non, c'est chaud. Voilà, c'est très compliqué effectivement et c'est pour ça que je le rappelais parce qu'il faut soutenir justement vos artisans. C'est le moment ou jamais d'acheter moins de viande, d'acheter moins de pain, mais d'aller l'acheter chez un vrai artisan. C'est du bon, ouais, exact. Pour soutenir nos artisans, c'est important. C'est très important parce que s'il n'y a plus d'artisans, c'est une filière de qualité qui va disparaître. Quoi, ouais, c'est clair. C'est clair. Alors justement, mais là, vous avouerez, c'est quand même encore pire que tout puisque c'est un problème d'énergie qui nous coûte la peau des fesses, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, qui fait qu'il va y avoir des boutiques qui vont fermer, mais clairement. Il y en a déjà, ça commence même. Déjà, quand on a un métier qui est un peu sinistré de ce côté-là, alors là, il n'y a pas que moi, il y a les restaurateurs, il y a les boulangers, il y a tous ces gens-là. L'électricité, c'est un vrai gros souci. Hein. Des augmentations, mais de fou, quoi. Et nous, on subit tout ça parce que, bien sûr, on n'a rien demandé. Nous, je pense qu'on paye déjà suffisamment cher le kilowattheure avant, quoi. Alors hier, notre ami Karim Zeribi a fait les boulangers. S'il fait les bouchers, on vous fera revenir pour parler du coût de l'énergie. Mais alors bon, tant que on peut encore se payer de la viande et qu'on a encore de l'électricité ou du gaz pour la cuire. Oui. On parlait cuisson juste avant la pause. Alors on parlait effectivement de cette réaction de Maillard quand on va saisir une entrecôte. Pourquoi c'est important de colorer la viande? Alors déjà chez nous c'est culturel, faut savoir que chez nous c'est comme ça qu'on la cuit. Pourquoi c'est important? La réaction de Maillard, elle va croûter la pièce de viande, et c'est-à-dire que tous les sucs, tous les jus bonnes choses vont rester à l'intérieur, et après c'est ce que je dis, donc marqué moi je mets un petit filet d'huile blanc arachide normal, pour en mettre trop parce que j'aime pas aussi ce côté trop huileux, bien sûr. Oui. Un peu de beurre. C'est après que le beurre intervient. Après, voilà. Et après, justement, quand vous avez bien marqué votre pièce de viande, vous mettez une belle grosse noisette de beurre. Alors marqué pour nos auditeurs, ça veut dire colorer. Hein, colorer, saisir. Et on enlève bien sûr le surplus d'huile, on met un petit coup de pas de chiffon, de sopalin par exemple dans la poêle, et là on y va au beurre. Un peu de romarin, un peu de thym, un peu de laurier, de l'ail écrasé, ça va vous apporter un goût. Et là, vous mettez votre beurre à chauffer, et quand il est moussant, on arrose. C'est là qu'on voit exactement que la température est bonne pour justement arroser la pièce de viande. Et là, on ne va pas faire brûler le beurre. Donc ça, c'est important aussi. Mais sur l'entrecôte, vous pratiquez la double cuisson, poêle et four? Alors ça dépend. Dans mon restaurant de la boucherie, poêle et four, mais chez moi personnellement, que poêle. Vous faites que poêle. Oui. Par contre, si on fait que poêle, c'est bien de laisser c'est-à-dire si on a cuit 10 minutes, il faut laisser reposer 10 minutes. Sur les pièces épaisses, quoi. Voilà, sur une grosse pièce épaisse, on met un aluminium, on laisse reposer, mais c'est pareil, faut normalement la faire poser une source de chaleur. Ouais. Moi, je trouve ça un peu aberrant chez moi.
admettons, on est 2-3, je vais me faire une belle entrecôte pour 2-3, j'ai pas allumé mon four. En plus, tu vois, bien sûr, ouais. C'est ça que je veux faire comprendre. Mais le fait de faire reposer la viande après cuisson, c'est important. Qu'est-ce que ça fait exactement? Les petits vaisseaux sanguins, comme nous on est fabriqués, se redilatent et le jus, tout le sang repart dans toutes les parties de la pièce. Et donc on a une viande plus tendre. Et puis ça reste saignante. Et plus reposée. La viande était détendue. Ouais, détendue. Elle n'est pas stressée. Ouais. Et c'est très 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 important. Alors, il y a effectivement, parce que vous donnez des conseils de cuisson, c'est pas qu'un livre de recettes, il y a aussi un parti pris au niveau de l'élevage, au niveau de la préparation, au niveau de la maturation, etc. Alors, excuse-moi de te couper, mais tout ce qui est partie maturation, tout ça, j'insiste vraiment lourdement, je n'ai rien inventé. C'est juste une autre façon de faire, c'est un métier que je transmets, qu'on m'a transmis, que j'applique. Voilà. Il faut vraiment... mais ça fait partie du savoir-faire. Oui, mais vous citez encore les maîtres qui vous l'ont transmis. Vous. Exactement. Non, mais c'est important parce que c'est devenu, il y a quelques années, une sorte de mode un petit peu quand même. La cave à maturation ici et ça, mais n'oublions pas une chose, il y a 2 siècles, on faisait aussi maturer la viande. Qu'on les moussait, et mousser c'est quand on tue la bête et qu'on enlève le cuir, on laissait le gras, le maximum de gras sur la carcasse de la bête, justement pour pouvoir pour lui permettre de maturer, de maturer, parce qu'à l'époque on n'avait pas de frigo, donc il fallait une énorme couche de gras pour que ça permette de maturer. Et vous prenez la meilleure bête au monde, vous la maturez pas, au bout de 3 jours vous essayez de la manger, c'est immangeable. Donc c'est vraiment trop dur, j'insiste, c'est parce vraiment... que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand ils vont chez leur boucher et qu'ils achètent de la viande, souvent la bête a été abattue il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, et c'est pour ça aussi le minimum, on peut dire, de maturation. Ça rentre en compte aussi dans le prix du coût de la viande. C'est-à-dire que, oui, on se dit, chez mon boucher, c'est cher, mais vous faites 4 semaines de maturation d'une carcasse qui a, admettons, 500 kilos, elle perd 20% de muscle. Oui, et puis ça consomme de l'électricité, ça prend de la place. Exactement. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà, donc une bonne viande, une viande pas chère en général. Si, il y a quand même, même dans le livre, moi j'ai essayé de faire des choses avec des bas morceaux entre guillemets, l'épigramme d'agneau, excuse-moi, c'est bon, super bon. C'est un goût extraordinaire. Alors l'épigramme, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est de la poitrine d'agneau désossée, et marinée. Un peu marinée. Et là, pareil, on les fait snacker comme un beefsteak. C'est super bon. Ça, c'est magnifique. Et ça coûte rien. Ça coûte rien, ces choses-là. Ça, c'est magnifique. L'épigramme, c'est excellent. J'adore ça, moi. Je pourrais en manger des tonnes. Des tonnes. Alors, justement, les bas morceaux, ces fameux bas morceaux, c'est vrai que ce sont des viandes qui sont souvent très goûteuses, mais moins tendres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les attendrir un petit peu? Est-ce qu'on peut les mariner? Est-ce qu'il y a une façon de les cuire? Les bas morceaux, entre guillemets, c'est souvent des destillations à bouillir par rapport toujours à notre culture. C'est vrai que bouillir, des fois, on les fait à basse température au four. Comme on fait par exemple les épaules d'agneau confites pendant 7 heures, des choses comme ça. Et là, j'ai eu la chance d'être invité à l'étranger pour. Il est allé voir des matchs de foot. Allez, quand t'es le meilleur boucher. C'est une chance des relations justement de la clientèle, on va dire. Bon voilà. Tu es invité au Qatar. J'étais invité au Qatar et je suis resté scotché parce que on m'a invité dans un restaurant. Il y avait 25 fours. C'était dans du papier sulfurisé. Il y avait que des plats de côte, des colliers d'agneau et des épaules d'agneau cuits comme ça. Alors très longtemps, visiblement, un peu vapeur dans ces fours-là. Et c'était d'une qualité et d'un goût, c'était hallucinant. Et c'était tellement tendre, tellement fondant. C'est un peu comme le barbecue à l'américaine, qui n'est pas un vrai barbecue en fait, mais qui est une cuisson basse température et très longue. Mais là, je suis resté vraiment impressionné. Le restaurant était plein à craquer, et quand tu vois la ribambelle de personnel qu'il y avait, t'as 25 fours, il y a les mecs qui t'envoient les plats, mais incroyable. Et d'une qualité vraiment... Alors bien sûr, ça devait être de la viande halal et tout ça, mais là... Ah non, c'était de la viande halal. Oui, bien sûr. Mais franchement, tu vois, c'était vraiment super bon. Moi, ça m'a scotché. Et ça, par exemple, je vais faire des essais à la boucherie, mais parce que ça m'a vraiment scotché, C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'était de la viande halal, parce que c'est vrai que longtemps, la viande halal a une mauvaise réputation. Bien sûr. Mais souvent, à juste titre, hélas. Ouais. Parce que la viande halal, c'était de la vieille vache de réforme, etc. Le niveau a monté. Le niveau de qualité a monté, c'est pas là que je veux en venir. Elle a une mauvaise réputation, pourquoi? Parce que c'est la façon dont on tue l'animal qui gêne aussi les gens.
Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus plausible au départ. Ça, ouais. Parce que c'est vrai que les vaches de réforme, tout ça, mais faut pas rêver. Tous les hamburgers que vous mangez chez les enseignes bien connues, c'est que de la vache de réforme. Le numéro en France, c'est Bigard, et puis voilà, c'est comme ça. Donc ça, on en mange des fois même sans le savoir nous-mêmes. Mais la qualité, c'est vrai que moi, j'ai été impressionné. Je sais plus, c'est à Courbevoie ou à la Courneuve, j'ai des photos par Instagram, j'ai des photos d'un collègue boucher musulman, et le mec, il te fait des étalages et machin, mais respect, quoi. C'est devenu c'est New York. C'est la classe. C'est New York aujourd'hui, c'est le loft. C'est pas justement, non, ça a changé. comme on disait tout à l'heure, un peu dénigrant, machin. Non, c'est la classe. Ouais. C'est vrai que nous, on le voit ici à la radio, parce qu'on a au départ, il y avait les jumeaux, il y a eu l'atelier de la viande, etc., qui sont un peu les pionniers de la viande bio, halal, bien élevée, etc., en direct éleveur en plus, etc., avec des filières courtes. Et c'est vrai que petit à petit, on voit le monde de la viande, tout ça, ça se développe de plus en plus, et on voit vraiment qu'il y a une montée en gamme. Une vraie montée en gamme. Alors, faut surtout pas oublier une chose, et que les auditeurs, faut qu'ils comprennent absolument ça, c'est que demain, vous enlevez le halal en France, demain vous fermez Rungis. Mais il faut être clair. Faut être clair. Et puis même au niveau. Alors, on se rappelle de la sortie de Marine Le Pen qui avait dit, vous savez, il y a beaucoup de la viande que vous mangez est halal, mais vous ne le savez pas. Exact. Mais c'est beaucoup de viande. Exactement. Je dis, on ferme Rungis. Après, la façon dont moi je fais abattre mes bêtes, c'est comme un coup de pistolet dans le cerveau. Je dirais une bêtise, je sais pas combien ça coûte. Admettons, ça va coûter, je sais pas moi, la balle va coûter 10 centimes. Mais vous multipliez par 3 millions de bêtes abattues la semaine, 10 centimes. Vous imaginez, ça fait beaucoup. Vous imaginez bien qu'un industriel, il préfère tuer halal. Il y a des choses qui sont aussi cohérentes, malheureusement. Mais moi dans mon parcours, mon expérience et ce que j'ai vu dans les abattoirs, c'est vrai que ça me gêne parce que pour moi, tu vois, par exemple, je fais des cochons à la ferme quand j'étais gamin, j'en ai fait. Moi, je suis de la Mayenne, donc on tuait le cochon. Mais le cochon, c'est la région du cochon. Oui, chez nous encore, le tueur, il arrive à choper la horte et le cochon, c'est la façon de le tuer halal. Mais le cochon, il souffrait pas pendant un quart d'heure, quoi. Alors que moi, j'ai vu des bêtes, vraiment, c'est là que c'est gênant. Parce que les mecs, ils font ça. Oui, parce qu'elle est étourdie, mais toujours vivante, quoi. Mais mais même pas étourdie. Donc, quelque part, vous cautionnez effectivement le fait que l'abattage à l'ancienne, qui est l'abattage du coup halal. Complètement. Mais avec la formule légale en plus, on va dire. mais en fait, vous cautionnez le fait. Ce qui m'embête, c'est la bête, on la voit vraiment souffrir longtemps. Voilà. Ouais. Si vraiment c'était rapide, ça me gênerait moins. Voilà, allez. Si j'arrive à résumer avec ces quelques mots. Mais chez vous, cette prise de conscience du mal-être et du bien-être animal, elle est arrivée très tôt dans votre métier. Ah oui, alors elle est arrivée chez les patrons chez qui je travaillais. Ouais. Et puis quand je me suis installé, ça a été un vrai parcours du combattant parce que j'étais un des premiers à faire imposer dans mes abattoirs, mon abattoir principal à l'époque, un petit abattoir de campagne, de la musique classique dans les bouveries. J'étais un des premiers. Alors la bouverie, pour tout le monde, expliquez ce que c'est. La bouverie, c'est quand l'animal arrive à l'abattoir, on la met dans une pièce. C'est la dernière pièce avant l'abattage. Voilà, où elle se repose, où elle boit tranquillement, où on essaie de l'apaiser au maximum. Et c'est pour ça que j'ai imposé de la musique classique. Après, des douches tièdes avant de se faire abattre. Et maintenant, je suis allé plus loin. Je demande à mes éleveurs de prendre rendez-vous avec l'abattoir pour que la bête ne passe pas plus de 3 heures à l'abattoir. Pour essayer de la déstresser au maximum. Parce que même moi, quand j'y vais dans ces endroits-là, malheureusement, on sent la mort. Donc l'animal, il est comme nous. Ouais, ça va être le futur slogan de la boucherie des Noyers, c'est la musique adoucit les meux. C'est un festival. Grande forme. Et sans auteur, il est affûté. C'est ça. C'est qu'elle veut dire. C'est ça. Alors justement, puisque on parlait de l'abattage halal, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette directive européenne à la demande du groupe écologiste d'interdire aux bouchers halal, quand la viande a été élevée en bio, de dire que c'est de la viande bio une fois abattue parce qu'elle n'a pas été étourdie avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voilà. C'est politique, moi ça me gêne toujours un peu, mais alors déjà, je vais commencer par mon début, c'est le bio. Je suis très embêté. À la limite, mes bêtes elles sont élevées en bio, mais pourquoi je peux pas les estampiller quand il pleut dans les champs où mes bêtes broutent. Je peux pas analyser l'eau de la pluie et je pense pas qu'elle soit. Elle peut passer dans un champ qui a été traité avant. Entre autres, mais quand il pleut, à mon avis, voilà, c'est pas toujours forcément très sain. Il y a des pollutions dans l'air aussi. Donc ça, moi, le bio, rien que pour ça déjà, ça me gêne. Maintenant, le fait d'interdire ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est
comment on appelle ça là, des lobbyistes, enfin c'est n'importe quoi. Si la bête elle est vraiment élevée en bio comme les normes européennes sont faites, qu'elle soit halal ou pas, je vois pas pourquoi on leur interdirait ça. Je trouve ça complètement ridicule. Non, mais je trouve que c'est important que un boucher conventionnel, tradit, parle de ça, quoi. C'est intéressant. Bah moi je trouve ça. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le même discours que vous. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ceci dit, bio, ça veut pas dire bon. Hein. Malheureusement. Bio. Oui, parce qu'on croit toujours que bio, c'est forcément. Par exemple, si on prend le poulet. Il y a un truc, par contre, on peut être sûr, c'est le prix que ça coûte. Oui. C'est ça, le c'est bio. Plus cher. Ah bah le bio, ça tape. Hein. Ouais. Mais moi, elles sont super bien élevées, de façon naturelle. Elles broutent, herbes sèches en hiver. On les finit avec marcette de finition. Mais quand il pleut dans les champs. Et quand il pleut, c'est quoi votre recette de finition? Ah bah c'est. Expliquez un peu. Il y a du maïs aplati, il y a de la betterave, il y a du soja. Enfin, c'est certains pourcentages. Ouais. Vous n'êtes pas un boucher exclusivement urbain. Hein, vous mettez les bottes et vous allez voir les éleveurs. J'y vais beaucoup moins. Oui, parce que vous avez mis en place votre filière, etc. Mais j'en ai perdu mon permis de conduire. Hein. Moi, je faisais 60 000 km par an et que le dimanche à l'époque. Hein. J'étais ouvert 6 sur 7 et le dimanche, j'allais acheter des bêtes. Hein. D'accord. Ouais, j'en ai perdu mon permis. Au marché aux bestiaux. Ouais, mais la finition, c'est chez les éleveurs. C'est combien de temps la finition? Chez moi, c'est minimum 8 mois. Donc en fait, on les remet à la stabule et elles mangent du sec et elles mangent la recette de finition. Ouais, c'est comme les sportifs qui font de la sèche un peu. Hein, un peu, ça, ouais. Ouais. Et en fait, c'est le gras, on l'engraisse, elle devient persillée, on l'engraisse. Le gras, par exemple. Fait du bon gras. Voilà, merci. C'est pas le gras des vaches de réforme qu'on engraisse à la fin de leur vie. Quand vous mangez même une entrecôte chez moi, vous pouvez manger un bout de gras avec, mais putain, c'est de la moelle, quoi. Oui, ça se mange. Il n'y a pas photo, c'est topissime. Mais ça, c'est parce qu'on a cette culture de finition. Par exemple, en Angleterre, ils n'ont pas cette culture de finition, ils laissent les bêtes à l'herbe. C'est comme ça. Chacun a sa culture. Qu'est-ce que ça change une fois qu'on a la viande dans l'assiette, une bête qui est finie à l'herbe au niveau de l'alimentation? Alors, je suis pas très spécialiste des animaux anglais ou écossais, outre-Manche, voilà. Mais oui, il y en a des très bons également. Hein. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même, quand je vois tout ce qui est Angus et tout ça, je trouve qu'il y a un gros problème de goût. Angus d'Aberdeen, oui. Ouais, je trouve qu'il y a un gros problème de goût. C'est super tendre, mais c'est très à la mode. Alors le Black Angus là maintenant. Ouais, mais il y a un problème de goût, quoi. Je trouve, ça manque de goût. Toi, la dernière fois, je me suis fait, j'ai un éleveur qui me fait des Gasconnes à côté d'Agen. Il y avait une bête qui a un gras jaune, tu vois, qui était finie, mais elle a bien profité, la cocotte. Je me suis fait une bonne tranche, j'ai fait goûter à mon personnel et tout. Le temps de rentrer chez moi, j'avais arrivé chez moi, je sais pas, je mets quand même un quart d'heure pour rentrer chez moi, j'avais encore le goût de la viande en bouche. Tu vois, cette longueur en bouche, comme on dit souvent. Oui. Ouais, pour le vin, par exemple. Et voilà, mais c'est un truc de dingue. Enfin, voilà. Et là, t'as gagné, quoi. Alors, vous parlez de tâter la bête. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on se moquait souvent de Jacques Chirac qui tâtait le cul des vaches au salon de l'agriculture, mais c'est comme ça qu'on fait pour voir si la vache ou la bête a un peu de gras. Alors, pas que du gras. On lui met la main aux fesses, c'est pas mal élevé. Non, mettre la main aux fesses, au contraire. Au contraire. On parle de bonne viande aujourd'hui, hein, Manu? Absolument, de bonne viande, et puis avec un bon boucher, Hugo Desnoyers, qui est avec nous et qui nous parle de son livre Partisan Boucher, qui est sorti aux éditions First. Un très beau livre, hein, si vous avez des cadeaux à faire, n'hésitez pas à acheter Partisan Boucher. Et puis, juste avant la pause, Philippe, vous parliez des morceaux du boucher. Ouais, mais je voulais juste dire une truc avant allez-y. C'est qu'en fait, vous faites une recette de la synthèse que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire le tartare avec du guacamole. Ouais, c'était justement pour trouver des recettes un petit peu originales et différentes. Je répète, moi je suis quelqu'un de simple, je suis pas un grand cuisinier, mais au moins c'est vrai que ça apporte un goût. Ouais. Et le gros carton que j'ai fait, alors là c'est un peu plus luxe, c'est le fameux tartare de veau au caviar. Avec le caviar. Ouais, ça c'est un truc de fou. Le terre et mer, c'est mais le veau et le caviar, ça marche très bien ensemble. Il y a des carpaccio aussi ou des vitello tonato au caviar, c'est très bon. Bien sûr. Mais vous aimez beaucoup le veau cru, hein, par contre. Moi, j'aime beaucoup le veau cru. Ouais. C'est pas très connu encore aujourd'hui. Tartare, ouais. Ça commence un peu. Quand t'as une qualité de veau, comme j'ai la chance de pouvoir travailler au quotidien, c'est vrai que c'est un vrai plaisir et un vrai plaisir gustatif. Vraiment, tes papilles sont en éveil, ça te donne vraiment ça te donne envie. Puis même, ne serait-ce que visuellement, ça te donne envie.
C'est ça qui est important. Alors le veau, on en mange moins d'ailleurs, hein, et c'est vraiment une viande sur laquelle il faut. Mais c'est une question de insister. prix aussi, je pense. C'est une question de prix, oui. Ouais, je pense que le veau est quand même et assez là, cher. on parlait des bas morceaux. Tu vois, on parlait de blanquette et tu me disais que tu faisais dans la poitrine. Moi, je fais la blanquette à la poitrine. Alors, au restaurant, c'est moins présentable. Donc, on prend plutôt de la noix ou de l'épaule. Mais moi, à la maison. La noix, c'est catastrophique. C'est un peu sec pour faire ça. C'est trop sec, bien sûr. Mais par ça contre, présente bien. Là, dans la poitrine, tu as la partie cartilagineuse qui est le tendon. Et le tendon, tu peux le faire par exemple au barbecue l'été. Oui, ou en sauté ou en blanquette. Et ça même, marche bien, même poêlé, coupé fin, mariné légèrement, huile d'olive, du citron, quelques romarins, machin. Et tu te fais ça juste poêlé comme pas du beefsteak, mais un peu plus de cuisson. Mais c'est délicieux. Et là, du coup, ça coûte rien dans des animaux qui sont de très haute qualité. Et la poitrine, Hugo, c'est ce qui rentre aussi dans la recette, parce que donc vous nous l'aviez expliqué. Vous êtes actionnaire de Grillé. Alors Grillé, c'est le kebab haute couture. Ouais, on a réussi à être meilleur que le kebab de Paris, oui. Ouais, et donc là, c'est beaucoup de poitrine de veau. Beaucoup de poitrine de veau, justement parce qu'il y a cet équilibre entre le gras, le moelleux et le fondant, puisqu'on fait cuire ça quand même assez longtemps sur les broches. Et c'est vrai que ça a un goût mais super particulier. Vous aviez goûté, je crois. Je l'ai goûté, ouais, c'était très bien. C'était très bien. Super fondant. Ça a beau être bien grillé, mais c'est goûteux. Après les sauces. Très bonne frite aussi. Après les sauces. Ah bah oui, les frites maison. Qu'est-ce qu'il y a les sauces ? Les sauces, on propose des sauces tous les jours, on fait nos sauces fraîches. Oui, c'est pas les sauces samouraï du kebab du coin. Une petite sauce samouraï, attends. Non, Philippe, c'est dégueulasse, arrêtez, dites pas ça. Non, les sauces en tube que comme vous ça. n'aimez pas. Voilà. Non, Philippe. La sauce samouraï. Non, Philippe, je dis que c'est dégueulasse parce que moi j'ai lu la composition de ce truc. Alors me dites pas que c'est bon. Non, je dis que c'est bon au goût. Je dis pas que c'est bon pour la santé. J'ai bien fait de pas amener les couteaux, les gars. Ah bah oui, les glutamates, les exhausteurs, oui, c'est bon au goût, mais c'est mauvais pour la santé. Petite sauce samouraï. Et là, je suis très faites fier. la maison, la sauce samouraï. Grillé, je suis très fier. Alors malheureusement, on a fait notre plus beau grillé à la Défense et malheureusement la Défense depuis le Covid, c'est une catastrophe. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un vrai désert, c'est terrible. Et par contre, c'est le désert des tartares, ça fait plaisir à Philippe. Je suis très très content de vous dire qu'on ouvre là dans quelques jours à Dijon à la Toison d'Or. Ah, très bien. Dijon, en plus, en pleine Bourgogne. Ouais, non, c'est sympa. Un petit kebab en Bourgogne. Moi, un beau kebab. On a fait un beau magasin, très très beau en bois et tout. Il est superbe. Vous êtes présent dans des villes comme Marseille, Toulouse. Pas encore. Parce que là aussi, il y a du marché. Hein. Ouais, après, tu sais, un développement comme une chaîne, entre guillemets, comme Grillé, c'est pas facile parce qu'on a très peu d'actionnaires, on fait avec nos moyens, on est une bande de copains au départ. C'est pas des franchisés, donc c'est ça. Non. Alors, si vous ouvrez... on est trop petit pour ça, tu vois. T'en as 1, 2, 3, tu arrives à gérer, mais c'est le passer à 10 où là, c'est le plus compliqué, et après, c'est très facile. Mais il faut des sous. Mais si vous ouvrez à Marseille, dans le quartier du Panier, vous allez faire la poitrine de veau halal là-bas ou pas Je sais pas. Je sais pas. Alors, il y a des morceaux rares dans votre livre, par exemple le paleron de veau. Paleron de veau, pour moi, c'est une des pièces les plus nobles. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique le paleron. Et très peu de bouchées. D'ailleurs, un paleron entier, braisé, tout doucement à la cocotte, des petites carottes, des petites pommes de terre, des petits légumes du moment. Mais c'est un truc de fou. Recouvert, on laisse mijoter, des veaux de lait comme moi, 50 minutes, 1 heure. Pareil, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un goût, c'est fondant, il y a cette petite partie gélatineuse au milieu qui vous apporte ce moelleux, c'est dégoulinant, les babines, vous régalez, quoi. Ouais. Pareil, vous parliez de l'épigramme tout à l'heure, l'épigramme qui est la poitrine de veau qu'on a désossée. Moi, l'épigramme, je le roule, je le ficelle et je coupe ça en tranches comme des tournes d'eau. Donc je le grille, je le poêle. Alors moi je fais ça, mais je roule avec un peu. C'est vachement bon. Mais moi je fais ça. Alors des fois un peu de foie gras, un peu de. On roule ça avec un peu de la chair à merguez. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah ça j'essaierai ça. Ouais. J'essaierai. Ah ouais. Ouais. Et puis. Alors c'est quoi le secret de la merguez des noyés ? Il y a des épices différentes. Non, les épices sont pas différentes. Le secret c'est les pièces que je mets à l'intérieur qui sont bien choisies. Ouais. Alors chez vous d'ailleurs, la viande hachée. C'est 15% de matière. Il y a plein de bouchers qui font des viandes hachées à 5% de matière grasse. Pour moi, c'est zéro. Faut qu'il y ait 15% chez nous, au moins. Non, alors moi, j'aime bien 15-20%. Chez nous, il y a deux solutions. Il y a soit 20%, où il y a le côté très moelleux, hamburger, machin. Ouais. C'est vrai que c'est le plus moelleux. Et on a ce côté un peu sucré en bouche. Voilà. Mais chez nous, le steak haché, c'est du pur steak haché. Vraiment, c'est 100% viande. Sans graisse, d'accord. Et vraiment 0% de matière grasse. Et c'est ce qu'on vend le plus.
Ouais, sauf que si la viande est bien élevée, elle est un peu persillée, bien donc sûr, naturellement, voilà. Naturellement, elle est moelleuse. Mais c'est une erreur d'avoir une viande hachée qui est trop sèche, sans gras. Mais bien sûr, bien sûr. C'est cata, ouais. Puis, alors, c'est caché, ça pardonne pas la cuisson ratée. Hein. Non, mais vous parliez de Bigard tout à l'heure. Enfin, je veux dire, Bigard fait des viandes hachées à 5% de matière grasse. 10, 15, 20. Une fois, pour faire vite et bien, j'ai pris ça au supermarché du coin. J'avais pas vu 5%. C'est sec. C'est la première fois que je me cassais des dents sur un steak haché, quoi. Ouais, c'était sec. C'est complètement sec. Après, par exemple, moi je fais des 20% pour les bolognaises, des choses comme ça. Les gens ils adorent, bien sûr. C'est moelleux, le gras c'est le goût et puis c'est le côté moelleux fondant. Oui, puis si la viande est bien élevée, le gras a bon goût et c'est du bon gras déjà parce qu'il y a des oméga 3, des oméga 6. Exactement. Et en plus, il a bon goût. Alors des recettes, ceux qui aiment les tagines, tagine de joue de veau, au citron confit aussi, pareil. La joue de veau. Alors, la joue de bœuf, on la connaît tous pour le pot-au-feu, les bourguignons, quelque chose de très fondant, moelleux. Pareil, ce cartilage. La joue de veau, je sais pas si vous connaissez, mais c'est encore plus moelleux que la joue de bœuf, Philippe. Ah oui, c'est un truc de dingue. C'est vraiment, en tagine, c'est merveilleux, franchement. Et puis après, moi, là, du coup, j'ai rien inventé. Citron confit, olive, enfin, c'est facile à faire. Non, là, on est sur le tagine de base. Voilà, avec un morceau. Mais sauf que le morceau, on connaît pas. Voilà. Le morceau bien choisi. Alors là, si on veut bon rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est vrai que la viande a quand même augmenté. Les fameux morceaux du boucher, là, que le boucher se garde pour lui. Ouais, mais les fameux morceaux du boucher, c'est des morceaux chers. Ça va être les araignées, les onglets. Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est devenu cher. Mais moi, je me souviens quand j'étais gamin au marché Saint-Antoine, l'onglet, l'araignée, c'était pas présentable, on l'achetait. Alors que c'est le meilleur morceau. Rappelez-vous, le riz de veau, les rois n'en voulaient pas. C'était les cuisiniers qui se tapaient les riz de veau. Aujourd'hui, c'est devenu un des mets les plus chers. Pourquoi ça s'appelle riz d'ailleurs? Enfin, les rois n'en voulaient pas, mais on les mettait dans les bouchées à la reine. Avec les crêtes de coq et tout ça. Pourquoi on appelle ça riz d'ailleurs, Manu? Riz et riès. C'est le thymus. C'est la glande de l'animal. T'as la pomme, le cœur, et puis après t'as le. C'est comme une thyroïde un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est très bon. Quand c'est bien cuit. Quand c'est bien cuit. C'est comme le poulpe, le riz de veau. On est d'accord. Si on foire, c'est poubelle. Alors qu'est-ce qui est pas cher là? Qu'est-ce qui est pas cher et qui est bon et qu'on connaît pas? Tu veux dire chez moi? En général, chez le boucher, mais alors, chez toi. Joker ou non? Non, vas-y. T'inquiète pas. On a entendu pire. Qu'est-ce qui est bon marché? Chez moi, rien. C'est ça. On a entendu le steak haché de Wagyu, tu vois. Donc, non, ça je fais pas. Quand on a entendu ça, tu peux. Non, moi je fais pas ces conneries. Qu'est-ce qui est un morceau avantageux? Tous les bas morceaux, justement, on peut se faire plaisir. Tu disais tout à l'heure un paleron de veau, mais on peut utiliser, moi je répète, le tendron de veau, les épigrammes, les steaks hachés, ça reste des produits entre guillemets les bœuf, il y a la hampe aussi qui reste à un prix raisonnable. Non, et ça augmente la hampe. Mais non, c'est pas un prix raisonnable chez moi, c'est un prix de steak parce que c'est devenu très demandé. Moi, j'en manque. Et c'est ça, c'est l'offre et la demande en fait. Je rachète pas, faut savoir, je fais une bête, t'as 2 hampes, un onglet. Donc tu viens pas chez moi où il y a 15 onglets. Et quand il y en a plus, il y en a plus. Bah non, il y en a pas. C'est comme l'onglet et la bavette qui étaient des morceaux très bon marché. Oui, d'ailleurs, l'onglet était même classé dans les abats. Il l'est toujours, d'ailleurs, officiellement, quand on apprend la boucherie à l'école. Tout ce qui est à l'intérieur de la carcasse. Mais alors, le merlan, l'araignée et la poire, que, comme vous le disiez, que les bouchers jetaient. Moi, je me rappelle de mon boucher, Monsieur Lefebvre, rue Saint-Antoine, au marché Saint-Antoine, quand j'avais 14-15 ans. De temps en temps, je passais le voir, il me dit attends, je t'ai mis de côté un peu d'araignée, un peu de poire et tout. Moi, je repartais avec mon merlan et mon araignée sous le bras et j'étais ravi. Aujourd'hui, c'est pratiquement le même prix que le filet de bœuf, quoi. Ouais, pas encore, mais pas loin. Non, allez, on va dire le faux filet. J'ai un beau souvenir, tu vois, ma mère, il y a longtemps, invite une amie à elle et voulait faire absolument une fondue bourguignonne. Je dis bon, maman, moi j'étais apprenti boucher, donc je demande à mon patron, c'est drôle, s'il vous plaît, machin, ma mère, c'est son ami, hein. Il m'a vu une poire, il me dit tu la découperas au dernier moment et tout. Et là, mais on s'était explosé la panse, quoi, c'était magique. Et la poire, elle faisait, je sais plus, un bon 600 grammes à l'époque, à nous 3, mais on l'a avalé, mais direct. La poire, c'est tellement bon. Mais par contre, j'ai un problème avec la fondue bourguignonne, moi, parce que une bonne viande qu'on cuit dans l'huile, et après on mange ça avec des sauces. Ah oui. Gras, c'est souvent industriel. Bon, non, mais je dis ça. Non, mais quand on est invité chez quelqu'un, je parle. Oui, j'imagine. Je préfère une pirade, on va dire. Ah oui, je suis d'accord. Une petite pirade. Bon, alors en tous les cas. Là, je ressors ma sauce samouraï. Oui, non, ça va, Philippe. Lâchez-moi avec votre sauce samouraï, là, aujourd'hui. Tiens, alors, Hugo Dunoyer, vous viendrez pour le mois du Ramadan nous faire votre shorba. Elle vient d'où, votre recette de la shorba? C'est mon ancien chef, Yann Rouvière, qui m'a aidé d'ailleurs à faire toutes les recettes du livre. Et je le remercie beaucoup.
Et j'adore cette recette, j'adore cette soupe, moi. Ouais, on voyage, hein. Il y a du thaï, du vietnamien, du marocain, de l'algérien. Qu'est-ce que vous mettez comme morceau alors pour une shorba réussie? Pour une shorba, j'aime bien mettre des morceaux de veau aussi, justement. Shorba blanche alors, presque. Ouais. Moi j'adore Philippe, ça. je crois qu'on va être obligé de faire revenir Hugo Desnoyers, parce que je sais qu'il a encore plein de choses à nous dire. Et je crois qu'il va vouloir. Enfin, est-ce que vous pensez, Manu, qu'il va vouloir revenir? En tout cas, quand ça se passe comme ça, une émission, c'est super agréable. Vraiment. Bon, sinon on le garde jusqu'à la semaine prochaine. Ah, on peut. On le kidnappe. On a la chambre froide là. On va demander une rançon, on va se faire payer en riz de veau et en araignée. En tartare, en steak tartare et guacamole, moi je vous le dis. Bon, avant de se faire couper, peut-être on rappelle vite le livre Partisans bouchés aux éditions First. Philippe, je vous rends la parole. Voilà, et puis vous réécouterez l'émission en podcast, vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Hugo Desnoyers. Merci à vous. Merci Hugo. Passez un bon week-end sur Beurre FM.